Jean de la Chapelle, merci d'être avec nous donc pour Colas Rail, et puis tout à l'heure vous reviendrez aussi pour ce TVF. Même question, comment on change un peu les process, comment on accélère, comment on fait autrement? Tout d'abord, merci de votre invitation et bonjour à tous et à toutes. Pour Colas Rail, peut-être quelques éléments de contextuels. On est présent dans 23 pays. On fait des projets qui sont soit des projets de construction, soit des projets clés en main. Et on va aborder toute la gamme des sous-systèmes de l'infrastructure qui vont de l'énergie, les télécoms et puis la voie ferrée et la caténaire. Et donc, quand on regarde tout ça, on constate que une des problématiques à laquelle on est confronté, on a un engagement fort de réduction de notre empreinte carbone et on se rend compte également, comme ça a été évoqué, que plus de 70 à 80% de notre empreinte carbone est liée aux produits que l'on va acheter. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a trois grands axes qui nous sont fondamentaux dans la manière de piloter les choses. La première chose, c'est, et ça a été évoqué par le président, c'est bien l'engagement de la direction. Il faut qu'on soit irréprochable. On n'a pas, et il n'y a pas lieu d'avoir des climato-sceptiques au sein de notre COMEX et de notre équipe dirigeante. Nous sommes tous engagés et convaincus qu'on a une responsabilité et un rôle à jouer. Donc la politique générale de l'entreprise en matière de RSE inclut bien cette réalité de décarbonation et on se fixe tous les ans des objectifs annuels que l'on considère comme étant ambitieux. Donc la première chose, c'est bien d'avoir un objectif sur cette trajectoire de décarbonation. Un deuxième, ça va être comment peut-on faire en sorte que dans nos achats, on impose ou on suscite vis-à-vis de nos fournisseurs d'y intégrer des produits recyclés, des composants recyclés. Et puis le dernier va être plus autour de proposer à nos clients des éco-variantes. Ce qui n'est pas toujours facile de les faire accepter, mais en tout cas, au moins proposons-les pour susciter un dialogue avec nos clients. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, pardon, éco-variante, alors l'éco-variante, c'est une bonne question. C'est les cahiers des charges de nos clients vont définir ou qualifier une solution. N'existerait-il pas une solution alternative qui permettrait d'être moins carboné? Un exemple concret, dans le béton, le client peut dire vous allez mettre du béton et il caractériserait ce béton. Peut-on proposer un béton décarboné? Le client peut exiger une traverse avec certaines caractéristiques. Peut-on proposer une traverse qui aurait du béton décarboné et des aciers recyclés? Ce qui existe, et ce sont des produits qui existent et qui ont été développés par certaines sociétés comme Sateba par exemple. Voilà un bon exemple. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est nos collaborateurs. Comment peut-on engager nos collaborateurs? C'est fondamental. Là aussi, il peut y avoir des climato-sceptiques. De les engager, il y a un outil, très ludique d'ailleurs, qui s'appelle la fresque du climat, que j'engage certains d'entre vous à apprendre. Prenez-en connaissance. Plus de 800 personnes au sein de Colas Rail et plus de 5000 personnes au sein du groupe Bouygues ont suivi la fresque du climat. Il s'agit d'essayer de comprendre les relations de cause à effet qui conduisent à la situation dramatique dans laquelle aujourd'hui et qui fait prendre conscience à tout le monde de la nécessité d'agir. Ça a été pour moi personnellement le moment déclencheur de me dire maintenant, c'est plus le temps de parler, il est le temps d'agir. Et puis, il peut y avoir des e-learning et d'autres possibilités qui permettent de mobiliser nos collaborateurs. Le dernier thème qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'ensemble de notre écosystème. En tant que, comme je l'ai dit, intégrateur de solutions ou installateur ou concepteur de solutions d'infrastructures ferroviaires, on s'aperçoit qu'on a d'un côté nos donneurs d'ordre, les ingénieries, c'est comme Systra ou comme Aegis Rail par exemple. Et puis de l'autre côté, on va avoir tous nos fournisseurs qui vont nous fournir les produits et nous, on est au milieu. Donc on est finalement à la frontière entre toute cette réalité-là et puis on est en lien bien évidemment avec l'ensemble des réalités professionnelles qui existent comme la Fédération des industries ferroviaires ou la Fédération nationale des travaux publics, idem à l'étranger. Et là, ce qui nous est apparu comme étant une évidence, c'est peut-on fédérer positivement l'ensemble de ces acteurs? La première chose, ça a été discuter avec nos fournisseurs pour leur dire est-ce que vous êtes capable de mesurer l'empreinte carbone du produit que vous nous livrez? Et là, force est de constater que de nombreuses entreprises n'étaient pas capables de mesurer cette empreinte carbone. Et là, le rôle de l'ADEME et d'autres environnements sont clés pour nous aider à nous donner les outils qui permettent de le faire.
Et puis ensuite, la deuxième question, c'est avez-vous défini une politique et une stratégie de décarbonation? C'est-à-dire ce même produit que vous nous livrez aujourd'hui, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'il faut considérer que c'est pas un problème ponctuel de maintenant, on est dans une réalité, et j'allais dire presque, c'est pour ça qu'on l'appelait Carbon Fighter, on est dans une guerre qui va s'étaler sur des années. Donc avez-vous défini une stratégie qui va permettre de réduire cette empreinte carbone sur le long terme de ce produit que vous nous livrez? Et là, c'est là que les bonnes surprises arrivent. Mais on n'arrive pas, malheureusement, à la fin de l'histoire. C'est à ce moment-là qu'il est important de se rassembler, de travailler ensemble dans une forme d'intelligence collective pour échanger les réalités des uns et des autres. À quelles contraintes les clients comme la SNCF, comme la SGP, comme la RATP ou d'autres sont-ils confrontés, et comment peut-on faire en sorte que eux acceptent des solutions comme de l'éco-design ou des solutions alternatives décarbonées. Ensuite, les fournisseurs. Quelles sont les contraintes auxquelles ils sont confrontés pour faire en sorte qu'ils puissent faire de la recherche et développement dans des solutions décarbonées et faire en sorte que les clients qualifient ces nouveaux produits. Et ça prend un certain temps. Et donc, quand on travaille ensemble intelligemment, on arrive à trouver des solutions intéressantes. Et c'est ce qui conduit à avoir créé plusieurs forums qu'on a appelés Carbon Fighter en France, également à l'étranger, au sein de Colas Rail, mais également au sein du groupe Bouygues, qui ont vraiment porté leurs fruits. Une des thématiques qu'on a abordées après dans des petits ateliers au long de l'année, ça a été de dire, peut-on regrouper les clauses qui seraient intégrées dans les contrats de nos clients pour favoriser aussi les solutions décarbonées? Parce que si on travaille, et nos fournisseurs comme le groupe de Lachaud et comme Guy Talbourdel a évoqué, développent des solutions décarbonées, et si elles étaient un petit peu plus chères qu'une solution carbonée, si le client ne considère que le prix comme étant le critère d'attribution du marché, on n'y arrivera pas. Et donc c'est là où il faut travailler intelligemment sur les bonnes clauses qui vont permettre de faire accepter les solutions décarbonées. Un bon exemple pour moi, c'est la Société du Grand Paris qui, elle, a fait un énorme travail dans ce sens-là pour mettre en avant systématiquement des solutions décarbonées quand elles existent. Et je dirais en conclusion, si j'avais un rêve, c'est peut-on arrêter de parler de solutions décarbonées, mais que ce soit la solution et que les solutions qui étaient carbonées n'existent plus. Merci Jean de la Chapelle d'avoir insisté sur l'importance de la connaissance et après du partage sur l'ensemble des partenaires. Merci beaucoup. Vous reviendrez tout à l'heure sur quelques exemples spécifiques à l'infrastructure. Avec plaisir.